Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout Savoir DCG. Tout d'abord, si tu veux aller plus loin, sache que des fiches de révision et des vidéos de correction d'annales sont disponibles dans la description. Allez, on attaque tout de suite le sujet du jour. Dans cette vidéo, on s'intéresse à l'un des derniers chapitres de droit social, le régime général de la sécurité sociale et le régime des aides sociales. On va voir dans un premier temps le régime général de la sécurité sociale. Avec chaque type de régime, il en existe 4 principaux, et dans un second temps, nous verrons celui de l'aide sociale. Les 4 régimes principaux de la protection sont le régime de base, donc le régime général, le régime agricole et les régimes spéciaux pour les fonctionnaires, le régime de protection contre le chômage concernant les salariés du secteur privé et les agents publics non fonctionnaires, les régimes complémentaires comprenant les régimes obligatoires et les régimes facultatifs, et les régimes d'aide sociale fondés sur la solidarité nationale, par exemple le RSA. Le régime général de la sécurité sociale. Comment il se finance ? D'abord, il est subdivisé en 6 branches: la maladie, l'accident du travail, le risque professionnel, la vieillesse, la famille, l'autonomie et le recouvrement. Nous rentrerons en détail dans chacune de ces branches juste après. Il se finance à 60% par les cotisations sociales et à 40% par les contributions diverses. Le budget de la sécurité sociale est voté par le Parlement. En application du principe d'autonomie de gestion, le fonctionnement du système est assuré à tous les niveaux par les conseils d'administration paritaires composés pour moitié de représentants de syndicats et de salariés et de groupements d'employeurs. L'assuré social et les ayants droit. Pour être considéré comme assuré social et donc bénéficier du régime de la sécurité sociale, il faut respecter 3 conditions. Premièrement, réaliser une prestation de travail qui est rémunéré, donc percevoir une rémunération, c'est-à-dire être assujetti. Également être immatriculé, donc c'est-à-dire avoir un numéro de sécurité sociale. Et enfin être affilié, rattaché à une caisse de sécurité sociale, en principe celle de la résidence habituelle. Les ayants droit de l'assuré social sont les membres de sa famille qui ne sont pas eux-mêmes assurés sociaux et qui sont à sa charge, par exemple les enfants. Les sources du droit de la protection sociale. En droit, il y a des sources internationales, telles que les traités internationaux ou le droit européen de la sécurité sociale. Et au niveau national, il y a la Constitution, la loi et les règlements, et également les actes des organismes de la sécurité sociale qui spécifient la protection sociale. On va voir les différents risques maintenant. Comment ils sont assurés ? Ils sont assurés par une prestation en nature et par une prestation en espèces. Pour chacun des risques, on va voir les conditions de la prestation en nature ainsi que le contenu, et on va voir les conditions de la prestation en espèces ainsi que le contenu. Premièrement, l'assurance maladie. Pour la prestation en nature, la condition pour en bénéficier, c'est d'exercer simplement une activité professionnelle. Le contenu de cette assurance, c'est d'assurer des frais de santé, en tout cas une partie de ces frais. Il reste à charge de l'assuré le ticket modérateur, qui est en général 2 € de participation forfaitaire et une franchise de 1 €. Pour les prestations en espèces, donc la rémunération concrètement, les conditions pour en bénéficier, ça va dépendre de la durée d'arrêt de travail. Si c'est moins de 6 mois d'arrêt de travail, il faut avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail. Et si c'est plus de 6 mois d'arrêt de travail, il faut avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail. Et également être immatriculé depuis au moins 12 mois à la date de l'arrêt de travail. Le contenu de cette prestation en espèces, c'est une indemnité journalière de sécurité sociale à hauteur de 50% du salaire journalier que percevait l'assuré à partir du 4e jour d'absence, donc il y a un délai de 4 jours. Ce versement est plafonné à 360 jours maximum sur 3 ans. Donc pour petits tips pour retenir ici plus facilement, pour les conditions de la prestation en espèces, eh bien on a juste à faire x3. Si l'arrêt de travail est de 6 mois, ces conditions-là sont multipliés par 3 pour un arrêt de travail supérieur à 6 mois, donc 150 heures par 4, donc 150 heures ça passe à 600 heures, et 3 mois ça passe à 12 mois. Il faut aussi retenir quand même la condition d'être immatriculé depuis au moins 12 mois à la date de l'arrêt de travail. Maintenant, l'assurance maternité, on l'a déjà vu un peu dans un précédent chapitre, donc ça va vous paraître facile à retenir. Pour les prestations en nature, les conditions, c'est encore une fois exercer une activité professionnelle. Pour le contenu, celui-là on l'a déjà vu. Jusqu'à la fin du 5e mois de grossesse, les examens obligatoires sont pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Et à partir du 6e mois de grossesse jusqu'au 12e jour après l'accouchement, tous les frais médicaux liés ou non à la grossesse sont pris en charge à 100%, plus le tiers payant. Pour bénéficier de cela, il est recommandé de déclarer son état de grossesse avant la fin du 3e mois de grossesse.
Et pour la prestation en espèces, eh bien, il faut tout d'abord justifier de 6 mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement. Donc ici, c'était 12 mois, là on passe à 6 mois. Et avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois précédant la date du début de la grossesse. Et l'IGSS, c'est 100% évidemment. Donc pareil, petit tips pour retenir, on a juste à se dire que les conditions d'immatriculation, c'est divisé par 2. Et également, la condition de travail, c'est celle d'un arrêt de travail inférieur à 6 mois. L'assurance invalidité, il n'y a pas d'histoire de prestation en espèces ou en nature, on va ici voir l'assurance invalidité, donc le versement d'une pension d'invalidité, donc si on préfère une prestation en nature en quelque sorte. L'assurance invalidité est valable pour toutes les personnes victimes d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle qui peut être déclarée invalide si elle est dans l'incapacité de reprendre son travail. L'invalidité est constatée médicalement évidemment, puis ensuite c'est déclaré à la caisse de sécurité sociale. Celle-ci dispose d'un délai de 2 mois pour accepter la demande ou la rejeter. Les conditions pour bénéficier de cette assurance d'invalidité, eh bien, tout d'abord, évidemment, c'est présenter une réduction définitive des capacités de travail d'au moins 2/3 en raison d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle. C'est important, c'est d'origine non professionnelle. On verra juste après l'assurance professionnelle pour les accidents de travail, les accidents de trajet ou les maladies professionnelles. Ici, c'est les accidents d'origine non professionnelle. Il faut être âgé de moins de 62 ans, il faut être immatriculé depuis au moins 12 mois au moment de l'arrêt de travail, et il faut avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail. Donc avant de rentrer dans le contenu, ici pareil, pour retenir tout ça, on a juste à retenir en réalité que 2 conditions, ces 2-là, et pour les 2 autres, on a juste à se dire que c'est exactement la même chose, c'est 12 mois d'immatriculation, donc c'est x2 par rapport à la maternité, et pareil, pour la condition de travail, c'est la même que pour celle d'un arrêt de travail supérieur à 6 mois. Pour le contenu, ça va dépendre de l'invalidité en question. La pension d'invalidité est donc variable. C'est 30% du salaire moyen si l'invalidité est partielle. Ce qu'on appelle partielle, c'est qu'il est capable d'exercer une activité rémunérée. C'est 50% du salaire moyen si l'invalidité est totale, donc l'incapacité est totale d'exercer l'activité rémunérée. Et c'est 90% du salaire moyen si c'est l'invalidité totale et la nécessité d'être assisté dans les gestes essentiels de la vie courante. Nous allons voir maintenant l'assurance décès, qui est composée du capital décès, de la pension de réversion et de l'allocation veuvage. Premièrement, le capital décès, c'est une aide forfaitaire versée à la famille du défunt. Pour en bénéficier, il faut que l'assuré ait été dans une des 3 situations suivantes dans les 3 mois précédant son décès. Soit il exerçait une activité professionnelle, soit il percevait une indemnisation de France Travail, soit il était titulaire d'une invalidité, d'une pension d'invalidité, soit il est titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle correspondant à une incapacité physique permanente d'au moins 2/3. Donc s'il est dans l'une de ces 4 situations dans les 3 mois précédant son décès, dans ce cas-là, le capital décès la famille peut bénéficier du capital décès. Le contenu de ce capital décès, eh bien, il y a un montant, ici c'est 3 900 € aujourd'hui, peut-être qu'il changera à l'avenir. Le capital décès est versé prioritairement aux personnes à la charge effective totale et permanente de l'assuré au moment du décès. Donc l'ordre, c'est le conjoint, les enfants et les ascendants. Et le capital décès n'est pas attribué automatiquement, donc c'est important, il faut qu'il soit demandé dans les 2 ans qui suivent le décès. On verra que c'est la même chose pour l'allocation veuvage. La pension de réversion, c'est lorsque l'assuré bénéficie d'une pension de retraite, cette pension de retraite va être versée au conjoint survivant d'un assuré social. Les conditions pour en bénéficier, il y en a 4 qui sont cumulatives. Le conjoint survivant était marié ou divorcé de l'assuré. Le conjoint survivant est âgé d'au moins 55 ans. Ses ressources sont plafonnées, donc c'est-à-dire 24 000 € si le conjoint est seul ou 39 000 € s'il est en couple. Et enfin, l'assuré social décédé percevait une pension de retraite du régime général de la sécurité sociale ou avait cotisé à ce régime, évidemment. Le contenu, c'est 54% de la pension de retraite dont bénéficiait l'assuré. Enfin, l'allocation veuvage. L'allocation veuvage, c'est une allocation qui va être temporaire, donc sur une durée de 2 ans maximum, versée au conjoint d'un survivant de l'assuré social. Donc ici, c'est le conjoint. Les divorcés, ça ne fonctionne pas. Il y a 2 conditions pour en bénéficier. Premièrement, l'assuré défunt a cotisé à l'assurance vieillesse pendant au moins 3 mois consécutifs ou non durant l'année précédant son décès.
et le conjoint survivant était marié à l'assuré décédé et âgé de moins de 55 ans. Il réside en France, vit seul et n'a pas disposé au cours des 3 mois précédant son décès de ressources personnelles supérieures à, ici, ce seuil de 1 674 €. Cette allocation veuvage, c'est 713 € par mois à l'heure où on parle, et elle est versée pendant 2 ans maximum. Et encore une fois, tout comme le capital décès, cette allocation veuvage doit être demandée dans les 2 ans qui suivent le décès. Donc voilà pour les 3 composantes de l'assurance décès. On va ici maintenant s'intéresser à l'assurance vieillesse. On s'intéresse à la retraite. L'âge de départ à la retraite, alors on parle encore une fois, ça va peut-être changer d'ici la date à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est 62 ans et 9 mois pour les générations 1963 et 64 ans pour les générations 1968 et suivantes. L'âge légal de départ à la retraite peut être abaissé suivant des modalités particulières. Il y a 4 situations: lorsque le travailleur est handicapé, lors d'une carrière longue, donc entrée dans le monde du travail avant 21 ans, lorsque le salarié est déclaré inapte ou invalide, ou lorsque ce sont des carrières pénibles. Le compte professionnel de prévention, donc C2P, pour les salariés exposés à des facteurs de pénibilité. Au-delà d'un certain seuil, l'employeur doit établir une déclaration et le salarié bénéficie alors d'un C2P sur lequel il peut accumuler des points. Ces points, ils servent à quoi concrètement? Premièrement, le salarié peut les utiliser pour une retraite anticipée dans la limite de 2 ans, donc il peut diminuer de 2 ans les âges légaux de départ à la retraite à taux plein qu'on a vu juste ici. Il peut également se former ou financer un projet de reconversion professionnelle en vue d'occuper un emploi moins pénible. Et enfin, il peut passer à temps partiel tout en bénéficiant du maintien de la rémunération à temps complet. Comment elle se calcule, cette pension de retraite? Eh bien, la formule, c'est la suivante. La pension, elle est égale à grand D divisé par D, enfin divisé par petit d, multiplié par S, multiplié par T. Concrètement, ça veut dire quoi? Le grand D, c'est la durée d'assurance, c'est le nombre de trimestres cotisés par l'assuré. Le petit d, c'est la durée de référence, c'est le nombre de trimestres qu'il faut cotiser. Donc ça va encore dépendre de la génération, c'est 170 trimestres pour les générations 63 et 172 trimestres pour les générations 65 et suivantes. Le S, c'est le salaire, il est calculé sur les 25 meilleures années, donc c'est le salaire moyen des 25 meilleures années du retraité. Et T, c'est le taux de pension, il est de maximum 50%, donc les salaires moyens des 25 meilleures années, notre retraite sera de maximum 50% de ces salaires moyens. Pour bénéficier du taux plein, donc qui est de 50%, il faut soit avoir travaillé, cotisé le nombre de trimestres de référence, donc 170 ou 172, et également, sinon, possibilité d'être âgé de 67 ans, ou être reconnu inapte au travail, ou être travailleur handicapé, ou être titulaire d'une pension d'invalidité. Comment ça marche ce taux en fonction des trimestres cotisés? Si le nombre de trimestres cotisés est inférieur au nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier de ce taux, eh bien il y a une décote de 0,625 par trimestre manquant. Et si le nombre de trimestres cotisés cette fois-ci est supérieur au nombre de trimestres qu'il faut cotiser, eh bien l'assuré bénéficie d'une surcote de 1,25% par trimestre supplémentaire. Une remarque qui est importante, il était possible de racheter des trimestres de cotisation manquants dans la limite de 12 trimestres au titre d'années d'études supérieures et d'en déboucher sur l'obtention d'un diplôme. Donc ça, c'est pour toutes les années d'études assez longues qui empêchent en quelque sorte l'étudiant d'entrer dans le monde du travail assez tôt et donc qui le force en quelque sorte à partir à un âge assez élevé à la retraite. Eh bien, il peut racheter des années il peut racheter des trimestres de cotisation. Il est possible de cumuler la pension de retraite et un emploi sans limite, à condition d'avoir cotisé au nombre de références ou d'être âgé d'au moins 67 ans. À défaut, le cumul est partiel dans la limite du plafond le plus élevé des deux montants, soit 160% du SMIC, soit le dernier salaire perçu avant la retraite. La retraite progressive, en fait, elle va permettre de percevoir de manière anticipée une partie de la pension de retraite tout en exerçant un emploi à temps partiel. Les conditions pour en bénéficier, elles sont triples et elles sont cumulatives. Il faut avoir l'âge nécessaire du taux plein, l'âge légal de départ à la retraite. Il faut avoir validé au moins 150 trimestres et il faut travailler à temps partiel forcément entre 14 et 28 heures par semaine. Le contenu. Versement d'une fraction de la pension de retraite, donc c'est 100% de la durée de temps partiel, multiplié par 35 heures, multiplié par 100, divisé par 35 fois 100, tout en conservant un emploi à temps partiel. Le salarié continue de cotiser à l'assurance retraite pendant cette période.
Deux autres types d'assurance, enfin de protection et d'assurance. L'assurance risque professionnel. Pour en bénéficier, il faut simplement exercer une activité professionnelle. Les frais médicaux sont pris en charge à 100%, ça c'est pour la prestation en nature, donc c'est pour tout ce qui concerne les maladies professionnelles, les accidents de travail et de trajet, ça on l'a vu dans un précédent chapitre également. Pour les prestations en espèces, c'est pareil, il faut simplement exercer une activité professionnelle. L'indemnité journalière de sécurité sociale, elle s'élève à 60% du salaire journalier pendant les 28 premiers jours, puis 80% à partir du 29e, et il n'y a pas de délai de carence. En cas de taux d'incapacité permanent d'au moins 10%, il y a le versement d'une rente à l'assuré, et en cas de décès, c'est le versement d'une rente aux proches de la victime. La protection de la famille. Les conditions pour en bénéficier, c'est d'être assuré social, l'assuré social a des enfants à charge, ces enfants sont âgés de moins de 20 ans, et ils sont inactifs, ou alors ils perçoivent une rémunération de moins de 55% du SMIC mensuel. On ne va pas rentrer en détail ici dans tout ce que regroupe la protection de la famille, je vous laisse regarder de votre côté. L'aide sociale maintenant. L'objectif, ça va être d'aider au titre de la solidarité nationale les personnes en grande difficulté financière ou en grande difficulté d'insertion, en accord de certaines prestations, le RSA ou la prime d'activité. Les prestations sont multiples, il y a l'aide sociale à l'enfance, aux familles, aux personnes âgées, aux personnes handicapées. En bref, les prestations sont versées le plus souvent en nature ou en espèces, par la commune ou par le département. Elles sont attribuées sous conditions de ressources, donc il y a des plafonds. Le RSA. Les conditions pour en bénéficier, c'est d'être âgé d'au moins de 25 ans, avoir au moins un enfant à charge. Et également résider en France de manière stable et effective. Le contenu de ce RSA, on ne va pas rentrer en détail, à l'heure actuelle c'est 635 €, il est versé pour 3 mois renouvelables. La prime d'activité. Elle est versée aux travailleurs modestes pour compléter leurs revenus. Les conditions. Des conditions qu'on a déjà vues, il faut exercer une activité professionnelle, résider en France de manière stable et effective, et ne pas dépasser un plafond de ressources. Le contenu, c'est le versement par la caisse d'allocation familiale d'une prime mensuelle. Son montant est fonction du revenu bénéficiaire de sa situation familiale. La prime d'activité est versée pour 3 mois renouvelables. Donc pareil, ici, petit tips pour retenir. Résider en France de manière stable et effective, c'est répété que ce soit pour le RSA ou pour la prime d'activité. De même que exercer une activité professionnelle, on l'a vu précédemment, donc la condition qu'il faut retenir, c'est ne pas dépasser un certain plafond de ressources. C'est tout pour ce chapitre, on se retrouve pour le suivant.